Waouh! C'est tellement bon de finir l'année avec une magnifique pépite en termes de visionnage. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera normalement le dernier avis de l'année sur le drama coréen Kasawe Diva ou La Diva Naufragée. Merci Netflix. Bref, c'est le dernier projet en date de l'une de mes actrices favorites, Park Eun-bin. Il m'était donc impossible, mais vraiment impossible, de passer à côté. Naïveté, violence, trahison, un peu d'amour, de la K-pop, mais surtout un rêve de longue date. Voici l'histoire de Samoka, une jeune fille de 16 ans qui aspire à devenir chanteuse comme son idole, Yurenjo. Fatiguée de sa vie actuelle, elle décide de s'enfuir avec son ami Kyo et de vivre une vie meilleure en dehors de la violence familiale qu'ils subissent. Malheureusement, suite à certaines circonstances, Kyo reste en arrière pour faciliter sa fuite et elle disparaît en mer. 15 ans plus tard, elle est retrouvée sur une île déserte et ramenée à la civilisation qui a bien changé depuis. Devant se réacclimater à la société, elle souhaite cependant retrouver Kyo, rencontrer son idole et réaliser son rêve de devenir chanteuse tout en luttant contre les restrictions d'âge et les obstacles qui se dressent sur sa route. Alors honnêtement, quand je lisais les synopsis, les petites infos, quand on voyait les trailers, je m'attendais vraiment, mais alors vraiment à un drama chill, mignon, sur le domaine de la musique, où on allait entendre des tas de chansons, ça allait être cool. Et le premier épisode m'a complètement choqué. Mais je m'attendais pas à ça. Oh. Attends, passer les quelques premières minutes où on voit une fan qui a son idole favorite au téléphone, qui pleure, on passe tout de suite à des violences domestiques, des adultes qui battent leurs enfants. Il est où mon drama mignon? Il est où mon drama chill, mon drama sur la musique? Il est où mon drama qui va me mettre du baume au cœur? Eh bien, il est là, ne vous inquiétez pas. Mais ce double thème est ce qui rend le drama si intéressant et surtout une belle pépite à voir. Je vais commencer par vous dire que j'ai adoré l'intégrité du casting. Tous étaient hyper bons. Des enfants acteurs au casting principal, le jeu, l'histoire transparaît au travers de chacun des personnages. Les jeunes Moka et Kyo portent à eux seuls l'intégralité du premier épisode. C'est incroyable. Nous gardons, nous, le public, accroché uniquement grâce à leur jeu d'acteur. On va alors voir les émotions polyvalentes de Moka comme une fangirl joyeuse, une fille effrayée, sujette aux abus, une fille à l'esprit brisé, mais aussi une victime décidant finalement de se rebeller. Le tout en l'espace de ce seul premier épisode. Ainsi que les émotions du jeune Kyo qui, vers la fin du premier épisode, pousse un cri d'angoisse, si cru, si déchirant, qu'on veut et qu'on peut sympathiser avec lui. Il va rester dans nos mémoires et c'est ce qui va nous guider au travers des épisodes suivants. Mais bien sûr, même les acteurs adultes font un travail phénoménal pour assumer leur rôle. Que ça soit Moka, joyeuse et pleine d'esprit, Wak, non sérieux et enjoué, ou encore le stoïque Bongo. Dans l'ensemble, clairement dans l'ensemble, un vie global, tous ont montrer un excellent témoignage d'un véritable jeu d'acteur qui est juste sensationnel. Mais c'est surtout la volonté de Moka qui est sans doute le personnage principal de toute la série. On va commencer par la voir comme une adolescente coréenne typique qui passe sa journée à fangirliser sur sa pop star préférée tout en faisant face à un père violent. Puis on va la retrouver en train de survivre sur une île pendant 15 ans. Une des 2000 îles désertes qu'il y a en Corée et qui sont inexplorées. Elle vient y construire toute sa vie avec des hauts et des bas. Mais malgré tout ce qu'elle va affronter là-bas, elle va conserver sa joie et va poursuivre intimement son rêve comme si rien n'était. Et c'est surprenant de la voir à quel point elle va grandir pour devenir une jeune femme qui, malgré tous les obstacles, a survécu seule sur une île et ensuite aider tout son entourage avec force et conviction. Elle est intelligente, agréable, un peu naïve certes et paumée, mais possède un cœur énorme qui transmet une telle joie de vivre qu'il est vraiment impossible, et vous pouvez pas me donner tort, de ne pas être touché par sa personnalité. Pour exemple, la scène où le PDG dit qu'elle n'aura jamais d'audition à cause de son âge est juste horrible. Mais au lieu d'abandonner comme n'importe qui pourrait le faire, au vu d'une telle claque dans la tronche, elle relève le défi, fonce et se lance, même si le monde lui donne de nombreuses raisons d'abandonner. Mais elle ne le fait pas. Et c'est, je pense, l'attrait principal du drama. Cette représentation de force et de la croissance incessante, imperturbable de son personnage principal au milieu d'une histoire, comme je vous disais avec le premier épisode, hyper déchirante. Vous le savez, Park Eun-bin est l'une de mes actrices favorites, et ici elle utilise habilement sa large palette d'émotions, ses yeux expressifs, ses expressions faciales et son ton de voix pour transmettre le récit douloureux de Moka, avec toutes les qualités que l'on lui connaît en termes de jeu. En termes de tout, elle est extraordinaire encore une fois dans ce rôle. Je le disais, il est impossible que nous spectateurs, on ne puisse pas la soutenir de tout cœur, ainsi que tout ce qu'elle a vécu et tout son parcours à venir. Elle incarne vraiment un personnage aux multiples facettes
qui poursuit sans crainte ses rêves face à un monde inconnu. Elle devient pourtant une source de chaleur, de réconfort et de soutien pour tout son entourage. Et au fur et à mesure que l'histoire va se dérouler dans les épisodes suivants, son charme va continuer à nous captiver, nous, spectateurs, augmentant alors les attentes quant à la manière dont elle veut montrer comment elle va cultiver les différentes facettes de son personnage. Et justement, dans cette quête de transmettre l'authenticité de son personnage, Park Eun-bin a adopté, ou plutôt s'est complètement plongé dans ce rôle en prêtant personnellement sa voix au projet. Elle a donc investi beaucoup de temps pour perfectionner ses compétences de chant, se concentrant même à la pratique quotidienne lorsqu'elle n'était pas en train de tourner. Et ça se voit, ça s'entend, puisque ses puissantes capacités de chant sont impressionnantes. Ça favorise tellement l'immersion, et je pense que ça a surtout contribué au succès du drama. Certains disent même que, vu qu'elle est si talentueuse, elle pourrait aisément faire ses débuts en tant que chanteuse, en tant que véritable idol K-pop. Je l'encourage, vraiment. Au-delà de tout ça, de son jeu incroyable, de ses capacités vocales extraordinaires, ce qui m'a le plus plu, c'est son histoire d'amour avec Ryu Danjo, son idol qui va devenir son mentor et même, je dirais, sa grande sœur de cœur. J'ai vraiment aimé leur relation qui transpirait cette vibe hyper fraternelle. Leur alchimie était vraiment explosive dans tous leurs échanges. Pour moi, c'est vraiment le meilleur duo du drama. Évidemment, le reste de casting n'est pas en reste. Il y a beaucoup de mystères et secrets sur chacun d'eux, y compris dans l'identité des deux leads masculins. Car, tu vois, le drama, il est malin. Il va se permettre de jouer avec nous sur qui des deux est le fameux Kyo que recherche Mocha. Et évidemment, on va le savoir assez vite, mais le doute va s'installer souvent. Et c'est ça qui est palpitant, voire fascinant à découvrir. Je vais rien dire d'autre sur le casting, sur les personnages, parce que je pense qu'il faut vraiment les découvrir. C'est une expérience que je ne peux pas vous enlever. Je vous dirais juste que des deux acteurs, donc lead masculin, principal et secondaire, hein, qui sont frères, il y en a un que j'ai préféré à l'autre pour certaines raisons, et j'étais bien content d'avoir raison sur lui. Je le savais, je le sentais. Avant de parler intrigue, je dois dire que ce qui m'a énormément plu dans tout ce que le K-drama aborde est sans nul doute sa plongée en profondeur dans l'univers de la K-pop, ou plutôt ses coulisses. De quand tu es connu, les changements d'agence, les contrats, la chute ou parité, ce qu'il faut faire pour essayer de revenir au sommet, les trahisons, les chances loupées, la jalousie, les faux espoirs, on nous dit tout au travers de l'histoire professionnelle de Lanjo, et moi ça me fascine et nourrit encore plus ma curiosité pour ce domaine. L'un des problèmes majeurs qui est souvent relevé dans les dramas en termes d'intrigue, c'est que l'histoire ne reste jamais cohérente du début à la fin. Si une intrigue tourne autour du rêve d'un personnage principal, elle va être rapidement balayée par une romance ou même un triangle amoureux. Mais ce n'est pas le cas dans ce drama. Est-ce que c'est bon? Car le message principal de la série, à savoir le souhait de Mocha de devenir idol, reste le même du début à la fin. Chaque épisode est vu comme un chapitre pour nous faire savoir à quel point elle est loin de son rêve, toutes les difficultés qu'elle va avoir pour y accéder. Car le souci, c'est qu'elle ne pense pas à elle individuellement. Par exemple, elle va décider d'aider Lanjo à vendre plus de 20 millions d'albums, ce qui va lui permettre d'avoir la moitié des parts de son label. Elle s'inquiète plus pour les autres que pour elle-même, elle va se battre pour eux, car elle est assez forte pour tout braver, fort de ces 15 années solitaires qui l'ont forgée à tout et n'importe quoi. Car tout ce qu'elle a vécu va lui servir. C'était une leçon qu'elle a apprise et qu'elle peut magnifiquement retranscrire dans la société réelle, dans cette société moderne qu'elle a perdu de vue pendant hyper longtemps. Et contrairement à la plupart des K-dramas, Castaway Diva n'a pas tous ces cliffhangers irritants qui sortent un peu de nulle part et qui nous fatiguent très souvent. Chaque scène est pertinente et les problèmes sont résolus très rapidement, de manière satisfaisante, pour laisser la place au prochain obstacle. Il n'y a aucun sentiment véritablement de mystère en suspens qui n'est pas résolu à la fin de la série. Le drama est mené, et bien mené, sans heurte. Même s'il y a des moments où tu dis que oui, là ok, il y a une incohérence, ça peut pas marcher, il y a quelque chose qui va pas, le drama te prouve que si, en donnant les réponses que tu attendais bien plus tard. Si bien que tu te sens quand même assez bête d'avoir douté de lui. À côté de ça, alors que de nombreuses séries coréennes réussissent bien à décrire la vie urbaine de Séoul, une vie technophile, les autres parties de la Corée, du pays, restent très souvent cachées. Et encore une fois ici, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, le drama commence loin de Séoul, sur une île, l'île de Chunsan, qui va abriter tout ce que l'on aime de la campagne. La verdure, le bord de l'eau, la simplicité de la vie, et tout ça est magnifiquement capturé par la caméra, par les images. Et ensuite, tu vas avoir bien évidemment les plans de Mocha échoués sur l'île. Et même si on peut se sentir désolé pour elle,
on va quand même apprécier les paysages verts et luxuriants, la mer ou le ciel bleu qui entoure l'île. Et tout de ces scènes, de sa nage dans l'océan profond jusqu'à sa situation de vie de fortune, est si beau qu'on peut pas s'empêcher de souhaiter d'y être transporté, même de partir un peu en vacances, vivre un peu simplement. De certaine façon, c'est poétique, c'est enrichissant, t'as envie de te mettre au vert. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, c'est positif, agréable, inspirant, mais ça ne fait en rien oublier l'autre thème fort du drama, mixé à toute cette joie, et qui lui n'est pas drôle du tout, qui montre le vrai côté de la violence domestique ou même morale. Car ici tu vois, tu vas pas avoir de chef de la mafia ou de méchants employés par l'État. Ici, les méchants véhiculent un message hyper important, que parfois les personnes censées protéger et vouloir le meilleur pour quelqu'un peuvent être leur plus grand adversaire. Pour Anjo par exemple, c'est son manager en qui elle avait le plus confiance, qui va profiter de sa chute, qui va la trahir sans honte et élaborer ensuite un plan pour l'empêcher d'acquérir ses parts de l'entreprise. Mais pour Moka et Kyo, les plus grands méchants de leur histoire, ce sont leurs pères, qui sont physiquement, verbalement, émotionnellement violents envers leurs enfants. Tu me diras, c'est pas la première fois que le public voit des violences conjugales domestiques sur leurs écrans. Cependant, c'est peut-être l'une des rares fois où cela a été décrit pour ce qu'il est, inexcusable et injuste. En fait, la culture asiatique dans les dramas vise souvent à excuser l'agresseur et finit par lui donner une fin au travers d'une mort mouvementée et assez violente. Eh bien, dans ce drama, on a une version bien plus claire de ce que ça signifie de vivre dans un foyer violent. Et les scènes qui le montrent parfaitement sont brutes, visuellement dures, à faire frémir, et c'est ce que c'est. Le drama ne cherche pas à édulcorer cela, il est franc avec nous. Et il va également nous montrer comment la société essaie de protéger les agresseurs. Par exemple, lorsque Moka appelle la police contre son père, celle-ci ne fait rien pour la protéger. Au lieu de ça, ils vont lui faire simplement s'excuser d'avoir agi et la laisse encore une fois à la merci de son père. En même temps, quand ce conseil vient d'un être tout aussi horrible et violent, cela le rend encore plus horrible et effrayant. On comprendra alors tout à fait ce pourquoi les membres de sa famille veulent à ce point lui échapper et disparaître de sa vision. Et en plus, cet homme est policier. Un policier qui va utiliser à mauvais escient ses capacités destinées à servir, à protéger, pour faire du mal autour de lui. Et je vais vous dire une chose, si vous avez été déçu du ridicule du personnage de l'acteur dans Stronger Namso, ici vous le détesterez au point de croire qu'il ne peut pas s'agir du même homme, du même acteur. Et c'est pour cela que la série est vraiment finement travaillée, chaque détail est étudié et sert quelque chose dans l'instant ou même bien plus tard. Le drama se veut donc sans faille. Et ça, c'est beau. Mais à côté de ça, la série va aussi regorger de leçons de vie qui sont délivrées à travers l'arc de chaque personnage. La propre histoire de Moka par exemple est une leçon pour s'élever au-dessus des adversaires, aussi invincibles soient-ils. La chute de Lanjo enseigne au public une leçon importante pour rester humble même si le monde est à vos pieds. Mais c'est aussi un dur rappel qu'on ne peut jamais faire confiance aux personnes qui se lient d'amitié avec quelqu'un pendant leur apogée, car une fois que cet état de grâce est terminé, il n'y a plus personne. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît toujours ses vrais amis et ses vrais proches. Bon, je vais toucher quelques mots sur la romance. Vous le savez, les dramas coréens sont souvent entraînés dans une histoire d'amour qui s'éloigne de l'intrigue principale. Eh bien, Castlevania Diva est une exception à ça. Au moins, jusqu'à mi-chemin de la série, il va vraiment se concentrer principalement sur le rêve de Moka, ses luttes et le développement de son personnage. Et ensuite, on va rentrer doucement dans la romance qui est restée hyper secondaire et qui va le rester jusqu'à la fin, en mettant un léger petit triangle amoureux. Et d'ailleurs, question, qu'est-ce qui est pire qu'un triangle amoureux dans un drama? Eh bien un triangle amoureux entre frères. Et là, on est mal barré. Je le disais, cette romance reste très secondaire. Il y a même un moment où, quand ils finissent par, évidemment, s'embrasser, je me suis demandé, mais merde, ça vient d'où? Et en fait, en y réfléchissant, mais c'est complètement normal. En fait, les éléments de la romance, leurs sentiments l'un pour l'autre sont distillés par-ci, par-là, par des révélations de certains personnages, par des attentions très simples qui prouvent à quel point les personnages s'aiment, en secret et après en public. Le parfait exemple, c'est quand Moka apprend que Kyo, peu importe qui il est, a fondé à la fac ce club de nettoyons les îles de la Corée. Au-delà du fait qu'on peut croire qu'effectivement il a l'âme écologiste, c'était simplement le meilleur moyen pour lui de continuer ses recherches parce qu'il était persuadé, il savait que Moka était en vie quelque part et il voulait la retrouver. Il le dit lui-même à un moment, on ne passe pas 15 ans à chercher une personne si elle n'est pas importante. Et c'est juste parfait, c'est beau. Avec ce simple geste, il a juste exprimé tout l'amour qu'il possède, tout l'amour qu'il a pour elle. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux?
Ils méritaient juste d'être ensemble. Non, ils étaient destinés à être ensemble. Ah là là là, il y aura encore tellement de choses à dire sur ce drama, mais je me suis déjà, je pense, assez étendu. Vous avez déjà, je pense, un avis global sur le sujet, et je ne veux absolument pas vous gâcher le reste. Alors, vous savez quoi faire. À vous de jouer. Regardez-le. Bref, pour moi, Castaway Diva, c'est ma belle pépite de fin d'année. Une pépite qui m'a ravi, qui m'a fait sourire malgré son second thème assez dur, grâce au soleil qui est Park Eun-bin, montrant à quel point elle ne me déçoit jamais, et prouvant qu'elle est bien l'une des meilleures actrices de sa génération. Ce drama est beau, frais, dur parfois, mais tellement positif sur beaucoup d'aspects que je vous invite vraiment, fortement à découvrir. Évidemment, vous l'avez compris, je vous le conseille. Et surconseille, et il va tout de suite avoir sa place dans ma playlist des incontournables. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, ou si je vous ai donné envie. C'était donc, je pense bien, le dernier avis drama de 2023 sur la chaîne, mais cela ne veut pas dire que les vidéos sont terminées pour cette année. Il y en a encore quelques-unes qui sortiront, malgré que nous entrons dans la période des fêtes et que potentiellement vous serez plus occupés à vous amuser avec vos familles ou amis que à les regarder. Mais cependant, j'espère que je peux compter sur vous pour les visionner jusqu'à la fin. Et ne vous inquiétez pas, 2024 commencera évidemment avec mon top drama annuel. J'espère donc que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et dans les commentaires, bye dans ma mort.